Mon nom est Alain Olivier. Je suis directeur du groupe interdisciplinaire de recherche en agroforesterie de l'Université Laval, à Québec, au Canada, et en charge aussi d'une chaire en développement international qui se préoccupe notamment d'agroforesterie. Ce qu'il y a de particulier au Québec, peut-être par rapport à ce qu'on retrouve en France, par exemple, ce sont les systèmes de culture sous couvert forestier. Qui sont des cultures de plantes souvent médicinales, parfois ornementales, mais parfois aussi liées à des produits alimentaires qu'on va retrouver dans des forêts qui sont aménagées, notamment dans des érablières, donc la production du sirop d'érable. Donc c'est la sève de l'arbre qu'on va récolter pour en faire un sirop sucré. Maintenant, il y a d'autres systèmes aussi qu'on retrouve qui sont plus fréquents ailleurs, donc comme les haies brise-vent ou les autres types de haies, des systèmes aussi agroforestiers intraparcellaires avec différentes espèces d'arbres feuillus, notamment avec des cultures qui sont soit annuelles ou pérennes, le sylvopastoralisme, etc. Ouais. Mais en fait, on se rend compte que pour ce qui est de l'érablière, plus spécifiquement, les gens le font parce que c'est économiquement rentable. C'est lié à des traditions qui sont importantes, bien sûr. Donc, il y a un aspect culturel qui est particulièrement important. Les gens apprécient ce produit. Au printemps, lorsque se fait la récolte de la sève d'érable, plusieurs familles, même des milieux urbains, vont se rendre dans des érablières pour de petites fêtes liées à la récolte du sirop d'érable. Cela dit, pour les autres systèmes, comme des systèmes de type pré-verger, par exemple, qu'on trouve aussi en France, c'est des systèmes qui ont eu tendance à disparaître. Je dirais qu'on y fait appel de nouveau aujourd'hui, mais au cours des dernières décennies, avec les pressions qu'il y a eu pour la spécialisation, avec les questions de mécanisation agricole, entre autres, il y a beaucoup de ces systèmes-là qui ont pas nécessairement disparu, mais en tout cas qui ont perdu un peu d'ampleur. Donc, on se pose un certain nombre de questions liées à la productivité biologique de ces systèmes, mais ce qui nous préoccupe beaucoup aussi, c'est tout ce qui a trait à l'adoption des pratiques, à leur diffusion auprès des agriculteurs. On est dans un contexte aussi bien légal et institutionnel qu'économique qui ne facilite pas toujours la transition vers les systèmes agroforestiers. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui motive, par exemple, des agriculteurs à adopter ou non un système agroforestier. Je suis ici, entre autres, pour voir ce qui se passe au plan politique en Europe. On essaie de voir ce qui pourrait être fait dans le contexte québécois, entre autres, mais dans le contexte canadien aussi, en général, au plan politique pour appuyer le développement de l'agroforesterie. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des différentes expériences de plusieurs pays européens, des régions aussi en France, en matière de développement de l'agroforesterie pour essayer de planifier, nous aussi, le développement des pratiques agroforestières. Bien, jusqu'à maintenant, on est quand même en retard. Il n'y a pas de reconnaissance officielle de l'agroforesterie, même si on commence à trouver le terme d'agroforesterie dans quelques programmes de certains ministères. Bon, par exemple, l'Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui est le ministère en charge de l'agriculture au Canada. On inclut maintenant l'agroforesterie dans des programmes de recherche spécifiques concernant la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. L'agroforesterie a aussi été reconnue dans un programme pilote d'appui à la multifonctionnalité de l'agriculture, mais ça reste encore très, très timide et il n'y a pas de plan de développement de l'agroforesterie, par exemple, qui existe comme on peut le retrouver notamment en France actuellement. Donc, il y a différentes activités qui se font. Au départ, on a commencé par des activités de recherche sur des exploitations agricoles ou la mise en place de parcelles de démonstration. Mais de plus en plus, il y a des agriculteurs qui nous contactent pour établir des parcelles à l'extérieur du cadre expérimental ou du cadre de la démonstration. Souvent, ils vont entendre parler de l'agroforesterie, ils vont aborder quelques-uns des acteurs dans le domaine et puis on va travailler avec eux à l'implantation de certaines parcelles agroforestières. D'autres vont le faire de leur propre chef. C'est le cas, entre autres, pour les pratiques de culture de plantes médicinales en érablière. Les gens vont cultiver, par exemple, du ginseng, qui est une plante, on sait que c'est une plante asiatique, mais il y a aussi une espèce qui est nord-américaine,
qui a des propriétés similaires. Donc, ils vont planter du ginseng ou de l'hydrasse du Canada ou de la sanguinaire du Canada, qui sont des plantes médicinales. Ils vont le faire de leur propre chef, sans nécessairement d'appui de pouvoir public ou de vulgarisateurs, par exemple. Bien, des congrès comme celui-ci sont toujours importants pour nous parce que ça nous permet d'échanger avec les différents acteurs de l'agroforesterie dans le monde. L'Europe est quand même un point tournant et je pense que c'est un des acteurs principaux de l'agroforesterie à l'échelle mondiale. Et donc, c'est important de pouvoir rencontrer les gens, de savoir ce qui se fait, de connaître les nouveaux résultats de recherche, de faire savoir les nôtres aussi. Puis, ça nous permet aussi de développer des liens qui peuvent résulter en nouveaux projets. Et je ne parle pas seulement en termes de recherche, parce qu'on est beaucoup de chercheurs ici, mais également en matière de diffusion des pratiques agroforestières. Il est important pour nous de comprendre quelles sont les contraintes à la pratique de l'agroforesterie. Et en échangeant avec nos collègues qui ont de l'expérience sur le terrain, bien, ça nous donne souvent des idées pour mieux faire les choses.